Estelle Kiraval. Je suis la directrice de la Technopole Anticipa et puis également membre de la dynamique French Tech Brest Plus et puis également intégrée au 7 Technopole de Bretagne. Donc, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette deuxième édition du Summit for Good. L'année dernière, on avait initié cette action avec l'appui et le soutien fort de la French Tech et notamment au travers du Community Fund et du soutien de la Direction générale des entreprises. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on réitère une seconde édition puisqu'on a été particulièrement ça a été une édition particulièrement positive puisqu'on a eu plus de 400 participants. On a eu également plus de 30 projets déposés sur la plateforme, plusieurs concrétisations de projets au cours de l'année et puis ça va continuer encore à l'avenir. Donc on voit bien que c'est une thématique, une dynamique qui a énormément de capacités, de possibilités et donc voilà, on est heureux de poursuivre cette seconde édition. Donc Nathalie, est-ce que tu peux passer les slides s'il te plaît ? Voilà, donc je le disais, donc merci à la French Tech au travers du Community Fund de soutenir cette deuxième édition. Voilà, aujourd'hui on a une belle communauté fédérée autour de cette dynamique. On voit bien que le for good, l'intérêt général, c'est un sujet de préoccupation grandissant. Je te laisse passer la slide suivante. Voilà, donc quels sont les objectifs de Summit for Good ? Summit for Good a pour objectif de faire en sorte que l'innovation et les technologies soient au service de l'intérêt général et soient utilisées efficacement pour créer des impacts positifs sur la société. Quand on dit impact positif, on dit impact au travers des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Ce sont deux éléments essentiels du for good et on souhaite vraiment que les technologies, donc quand j'entends technologie, j'entends les technologies du numérique, j'entends l'intelligence artificielle, j'entends la cybersécurité, j'entends la robotique, j'entends la 5G, mais j'entends également au-delà les biotechnologies, tout ce qui tourne autour des énergies vertes. On voit bien qu'il y a tout un ensemble de technologies qui peuvent servir à faire émerger des innovations et ces innovations peuvent vraiment contribuer à apporter des impacts positifs. Si on va sur la slide suivante, qui nous semblait intéressant à mettre en focus. Voilà, donc sur cette slide-là, on voit que l'ONU a fixé 17 objectifs et ce sont 17 objectifs dits pour sauver le monde. Donc c'est un petit peu la feuille de route sur laquelle nous on s'appuie pour essayer que ces innovations et ces technologies soient vraiment au service d'un monde meilleur, au service d'une société plus prospère et plus positive. Donc, on voit bien qu'il y a des sujets autour des inégalités, des sujets importants autour des inégalités, des sujets importants autour du climat, tout ce qui est réchauffement climatique, le sujet environnemental avec créer plus d'énergie verte, la pauvreté qui est un élément essentiel, la paix, la justice ou encore la prospérité qui sont des sujets sur lesquels l'innovation et les technologies peuvent vraiment avoir un impact. Mieux utiliser les ressources, moins gaspiller, mieux consommer, c'est vraiment des sujets sur lesquels on peut collectivement travailler et les initiatives de chacun ne régleront pas individuellement le problème d'ensemble, mais les initiatives de chacun contribueront justement à aller vers ces objectifs de l'ONU. C'est un petit peu comme le tri sélectif à l'échelle de sa propre maison. On n'a pas forcément l'impression que ça va servir à quelque chose, mais quand on le met à l'échelle du monde, on voit bien que c'est extrêmement important. Donc voilà, nous, on voudrait faire en sorte que les innovations, les technologies contribuent à ces impacts positifs et contribuent donc à ces objectifs de l'ONU. Voilà, donc plus nous sommes concernés par le sujet, plus nous y arriverons.
L'ONU a fixé ses objectifs au travers, enfin, vous pouvez les retrouver sur un site internet dont on a mis le lien ci-dessous. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Ça peut vous permettre de réfléchir et de brainstormer à comment vous pouvez, à comment vous pourriez contribuer à ces objectifs. Voilà, donc moi, il me semble que pour cette partie introductive, je n'ai pas tout à fait terminé. J'avais plus en tête cette slide, effectivement. Vous dire effectivement que on n'est pas tout seul hein, dans cet objectif et dans cette dynamique. C'est une dynamique où on a fédéré au fil du temps, au fil des mois, au fil de la première édition et de cette seconde édition, un ensemble de partenaires, à la fois des partenaires à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle plus locale. On veut vraiment que cette dynamique soit la plus inclusive possible. Donc, tout acteur qui souhaiterait nous rejoindre et contribuer à cette dynamique, il est évidemment le bienvenu. Et voilà, donc je tiens à remercier particulièrement l'ensemble de ces contributeurs, qu'ils soient publics ou privés, puisque c'est vraiment l'affaire de tous et donc c'est extrêmement important que l'on fédère autour de cette dynamique. Donc voilà, j'espère que ces éléments introductifs ont été clairs et vous ont permis de mettre un focus sur les objectifs et de mieux comprendre nos attentes. Et de manière pratico-pratique, je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous présenter comment cette édition 2 va se dérouler. Alors, bonjour à tous. Donc, Nathalie Nicolas de la French Tech Brest Plus. Donc, je suis en charge plus particulièrement du projet Summit for Good qu'on a donc initié, comme l'a dit Estelle et l'a rappelé Estelle, en 2020. Donc, c'est une action qui, effectivement, du fait du contexte sanitaire en 2020, s'est remodelée en fait en une action 100% distancielle et sur lequel on a réussi, malgré le contexte, à capitaliser justement avec 31 projets qui ont été déposés sur la plateforme et 4 gagnants. Des projets de partout au niveau de la France, mais aussi 2 projets en provenance de l'international, de Roumanie et de Pologne. Donc, c'est fort de ce constat que nous avons souhaité nous réengager dans cette dynamique vraiment à impact positif pour le bien commun, en y mêlant innovation et projets innovants. Donc, l'idée, c'était de vous présenter aussi que cette action, elle se décline, ce n'est pas seulement des webinaires, c'est une action sur 3 temps forts, avec des webinaires inspirants qui ont pour objectif de nous permettre d'échanger sur la Tech for Good, avec notamment des acteurs importants et majeurs sur ces sujets-là. C'est une plateforme collaborative que je vous détaillerai un peu plus loin et qui permet en fait de déposer des projets, de constituer des équipes. Et c'est enfin un challenge qui a pour objectif en fait de permettre à des équipes de se constituer et de participer dans le cadre d'un challenge complet qui comprend notamment un parcours de coaching à une dynamique pour l'émergence de projets. Donc, tout ça, je vais vous le détailler un petit peu plus dans les slides suivantes. Surtout, cette action, elle est ouverte à tous. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les étudiants, tous citoyens désireux de s'aventurer et d'imaginer le monde de demain. Donc, les webinaires inspirants et échanges sur la Tech for Good. Donc, le démarrage, c'est aujourd'hui avec 2 webinaires. Donc, la tech au service du bien commun, utopie ou réalité. Puis, la Tech for Good dans les grands groupes et PME, avec notamment des partages et des retours d'expérience sur des initiatives et des collaborations. Demain, à partir de 16 h, innovation positive, c'est possible et c'est maintenant, avec des regards croisés et des témoignages d'entrepreneurs qui ont innové dans le for good. Puis un focus ensuite sur tout ce qui est ambition et enjeu de l'entrepreneuriat social dans la Tech for Good. Donc, comme je vous le disais, le point fort vraiment de cette action Summit for Good, c'est faire émerger des solutions innovantes pour le bien commun. Donc, nous avons imaginé un challenge qui a pour objectif de booster les projets dans cette dynamique for good. C'est la création en équipe de solutions innovantes au service du bien commun. Donc, l'idée, c'est qu'une plateforme collaborative est à disposition de tout à chacun pour que les personnes qui ont des idées, mais aussi des personnes qui ont des compétences, puissent aller y déposer en fait leur savoir-faire. Donc jusqu'au dimanche 9 mai, c'est la date de clôture des dépôts de projets sur la plateforme collaborative. Du 10 mai jusqu'au 28 juin, les projets sont ensuite accompagnés dans le cadre d'un parcours de coaching avec notamment plusieurs ateliers collectifs pour leur permettre de monter en compétences sur leur projet, de réfléchir à la structuration de leur idée,
Donc vraiment, ce parcours a pour objectif de leur donner les clés et d'imaginer ce que pourrait être le devenir de leur projet à l'issue de ce challenge. Ensuite, nous avons donc une finale qui a pour objectif de récompenser les projets. 7 prix de 2 000 euros par prix sont à remporter dans le cadre de ce challenge. Nous avons imaginé 5 catégories. Qui il a un service 5 étoiles. Ah. J'espère que tu as demandé une petite réduction. Alors, je pense que certains n'ont pas écouté les petites recommandations sur le son. donc, effectivement, 7 prix de 2 000 euros par prix sont à remporter. Ces prix sont imaginés en lien avec les 17 catégories de développement durable de l'ONU présentées précédemment. Donc, nous avons une catégorie Green Tech, une catégorie Health Tech, Food Tech et Agri-Tech, une catégorie EdTech et Culture Tech et une catégorie Social Tech. Nous avons également aussi un prix coup de cœur qui récompensera donc un projet porté par une femme et un projet porté par un homme. Si je peux me permettre, Nathalie, là-dessus, donc on a raccroché à la dynamique Summit for Good le prix Corinne Erel. Corinne Erel, c'était une députée des Côtes d'Armor qui, au cours de la campagne électorale dernière, est décédée. Donc, c'est un hommage à cette femme qui a fait beaucoup pour le numérique, qui a fait beaucoup pour la French Tech. Et c'est un prix qui est coporté par le pôle Image et Réseau. Donc, il y a un prix qui récompensera une dynamique entrepreneuriale, projet innovant. Et puis, 2 autres prix également qui récompenseront des initiatives d'entreprises existantes et qui sera pilotée par le pôle Image et Réseau. Tout à fait. Eh bien, écoutez, là, normalement, vous avez la slide qui s'affiche à l'écran qui présente les 5 bonnes raisons de participer au challenge. Pour votre information, nous avons déjà 4 projets qui ont été déposés, sachant que le lancement s'est fait il y a peu, donc, et des projets d'un peu partout. On en a notamment un de l'île de la Réunion. Donc, l'importance pour ces projets, pour ces équipes constituées et surtout pour ces porteurs, c'est vraiment de développer leurs compétences et de gagner en réflexion sur la création de leur projet. C'est de bénéficier de conseils avisés dans le cadre du parcours de coaching avec des experts qui seront vraiment sollicités pour les suivre, donc puisqu'on a une partie d'ateliers collectifs et on a aussi un suivi qui sera opéré par des coachs experts. Donc, c'est rencontrer et échanger avec d'autres participants, puisqu'encore une fois, on est sur vraiment l'émergence de projets avec la création d'équipes. Si vous n'avez pas d'idée, ça peut être aussi, et si vous souhaitez vous engager dans cette dynamique à impact, de proposer vos compétences. C'est d'une manière générale vous impliquer activement dans une dynamique positive pour l'émergence de projets à impact. Et c'est enfin de tenter votre chance pour remporter l'un des prix qui sera à gagner dans le cadre du challenge. Donc voilà, encore une fois, on remercie également les organisateurs, les co-organisateurs de cette action, les sponsors et l'ensemble des partenaires ainsi que nos financeurs qui sont mobilisés à nos côtés depuis le lancement en 2020 et qui ont renouvelé en fait leur partenariat sur cette nouvelle édition 2021. Donc cela nous permet vraiment d'aller plus loin, d'aller au-delà de nos frontières pour vraiment faire émerger ensemble une dynamique positive. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Frédéric qui va lancer en fait cette table ronde numéro 1 de ce premier webinaire avec comme sujet la tech au service du bien commun, utopie ou réalité. Frédéric, si tu veux, je te laisse donc la parole. Ok, je la prends la parole. Merci. 16h17, on va démarrer. Merci tout le monde de nous avoir rejoints. On commence dans un instant avec le tour de table. Juste pour rappeler, alors. Donc moi je suis le délégué général de la French Tech Brest Plus, donc dans l'Ouest breton, une des 13 capitales French Tech. Voilà, si vous voyez des coques rouges un peu partout, derrière moi, sur ma veste, là comme ça, bon, bref, etc., sur mon verre, hein, c'est normal. Voilà, hein, c'est un peu la caravane publicitaire ambulante. Mais en tout cas, on essaye d'apporter aussi notre esprit collectif, notre bienveillance, on agit vraiment de manière transversale sur l'écosystème ici, en faisant travailler, en favorisant évidemment l'émergence de projets, mais en essayant de jouer collectif au sein de l'écosystème, entre eux des startups, mais aussi évidemment des étudiants, des accélérateurs, les entreprises, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là où on veut être au contact des startups, mais au profit de l'écosystème. J'aperçois dans la liste des auditeurs
auditeurs, pas mal de têtes connues et ça me fait très plaisir. Je vois Sébastien de la West Web, Nathalie, coucou. Je vois également Florent et ça me fait très plaisir de te voir, Florent, ex-French Tech du côté de Rennes et maintenant à la tête de l'agence bretonne de la biodiversité. Donc ça montre bien aussi la différence de l'enrichissement des différents profils et comme quoi ce sujet de For Good est évidemment transversal et on va essayer de l'aborder au travers des webinaires sans bullshit et voir aussi qu'est-ce qui peut être mis en place. Donc sur cette première session, on va être sur la tech au service du bien commun, utopie ou réalité. Et juste après, on enchaîne avec une deuxième session où on va parler de la tech for good dans les grands groupes et PME, initiatives et collaborations avec des retours d'expérience d'Orange, Enedis, d'Arkea au travers de la filiale FinTech Brest et de Veolia qui expliqueront un peu comment ils mettent le curseur dans leur boîte en essayant d'avoir des retours vraiment très opérationnels. Voilà, on démarre pour cette première session parce que le timing est assez serré. On est sur 45 minutes. On est sur. Alors, on a 3 intervenants avec moi sur cette première session. Honneur à la jante féminine, Kat Borlogan, directrice de la French Tech, de la mission French Tech. Merci d'être avec nous, Kat, sur cette session. Ravi de t'accueillir. Je te laisse peut-être 30 secondes pour. Donner quelques jalons sur la French Tech au niveau national ou international, Kat? D'accord. Bonjour, Kat Borlogan, je dirige la mission French Tech et le bras armé de la French Tech au sein de l'État. J'imagine que vous connaissez déjà tous très bien, tellement French Tech Brest est un bon ambassadeur. Voilà, une équipe que vous connaissez plutôt bien sous le leadership de Cédric O. Contrairement peut-être à nos capitales sur le terrain, nos tactiques sont un tout petit peu différentes. C'est plutôt sur les politiques publiques, les programmes que vous connaissez très bien, comme l'NXT1, French Tech Saint-Marc ou la construction de French Tech Tremplin, le financement aussi, le soutien des capitales et des communautés à travers les fonds. Et last but not least, naturellement, tout le travail qu'on fait par rapport au marketing de la French Tech, notamment à l'international. Voilà. Effectivement, après, je te redonnerai la parole pour expliquer un peu, parce que ce sujet For Good Impact revient très régulièrement au travers du board Impact, au travers effectivement de même la French Tech Tremplin, également du French Tech for the Planet qui arrive bientôt. Bon, bref, il y a beaucoup d'initiatives pour justement agir sur ces sujets. On continue le tour de table. Basile Michardière, bonjour Basile. Make Sense, co-organisateur de l'événement et en plein dans le Make Sense Tour, je crois, en ce moment. Bonjour, merci. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, en ce moment, Make Sense, on organise le Tech for Good Tour. Et donc, on a le plaisir de bosser avec la French Tech là-dessus. Est-ce que c'est le moment où je présente le Tech for Good Tour ? Ça peut être le moment, tout à fait. Ok, super. Du coup, en 2 mots, nous, Make Sense, on est un incubateur de projets à impact, c'est-à-dire que depuis 2014, on accompagne l'émergence et le développement de startups sociales comme Too Good To Go, mais aussi le Carillon, la Cloche. Et en fait, on s'est rendu compte que avec nos partenaires in crime, les projets Latitude, sans qui c'est vraiment un double projet Make Sense Latitude, ce Tech for Good Tour, qu'on avait envie de partager notre enthousiasme pour la Tech for Good dans toute la France. Donc concrètement, le tour, c'est un passage dans plusieurs villes. Donc on verra ce qu'on peut faire en termes de passage physique, mais c'est 3 objectifs différents. C'est sensibiliser ceux qui feront la tech de demain, donc les étudiants, ingénieurs à la Tech for Good, leur dire c'est possible, ça existe, en allant directement dans les écoles. C'est sensibiliser également le grand public et les acteurs du territoire. J'ai vu la nuage de logos qu'il y avait auparavant et donc leur montrer ce que ça peut être la Tech for Good, que c'est pas un truc déconnecté du terrain et que ça peut servir tout le monde. Et puis enfin, accompagner les porteurs de projets concrètement au travers d'ateliers qu'on peut mettre en place aussi et surtout de partage entre pairs, entre les projets. Donc voilà, le site c'est techforgoodtour.fr, je vous le remets dans le chat. Et il y a plein de moyens de vous engager dans le dispositif si ça vous plaît. Merci beaucoup Basile et on termine le tour de table avec Benoît Varin. On parle de recommerce ensemble. La prononciation est bonne, c'est bien recommerce que tu préconises, Benoît? Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous et à toutes. Oui, recommerce, puisque nous sommes dans la révolution du commerce. C'est la vocation de notre société, ou d'aider aussi les commerçants à devenir des recommerçants. Notre vision, c'est de faire en sorte que chaque produit vendu
par un commerçant puisse être retourné à son commerçant, racheté à sa juste valeur pour lui prolonger, lui donner une nouvelle vie, le faire réparer ou même donner la possibilité à un commerçant aussi de vendre un produit reconditionné. Donc, beaucoup d'heureux. Moi, je suis hyper enchanté de participer à ce mythe. Moi, je suis aussi breton, là, vers Auray. Donc, je suis hyper content et je salue tous les entrepreneurs bretons. Moi, je suis entrepreneur militant depuis 16 ans, en ayant avant créé une association de commerce équitable où on vendait des produits de commerce équitable en ligne. Beaucoup en Bretagne d'ailleurs. Et puis maintenant, je suis dirigeant donc, de Recommerce et j'ai aussi une casquette de président de la Fédération française du réemploi et de la réparation, un mandat syndical dont je suis élu depuis maintenant 3 ans. La fédération s'appelle rq.org et donc on a pour objectif de développer le secteur du réemploi et de la réparation. Quelques métriques peut-être sur les milliards de smartphones reconditionnés ou sur le marché, en tout cas la taille du marché, c'est quoi, Benoît? Alors oui, Recommerce, c'est vrai qu'on est connu pour ça, pour cette boîte de produits reconditionnés, des smartphones principalement vendus. Donc sur recommerce.com, c'est vrai que je ne fais pas trop la pub là, de la boîte, mais c'est l'occasion de vous faire découvrir notre produit et nos services. C'est un marché important. En France, c'est 2,8 millions de smartphones reconditionnés vendus l'année dernière. Ça représente autour de 15% du marché français, entre 10 et 15%. Vous pouvez le voir et je salue les opérateurs ou les acteurs des télécoms présents, que ce soit Orange, SFR, Bouygues Télécom, qui sont de plus en plus engagés dans cette dynamique d'économie circulaire, qui vont proposer le rachat de produits. Et quelques métriques de Recommerce, c'est 72 millions d'euros de chiffre d'affaires l'exercice passé, 105 salariés, 150 techniciens qui travaillent pour Recommerce. Et puis, on aime bien annoncer 120 millions d'euros de pouvoir d'achat redonné à des clients puisqu'on rachète des produits et donc on va valoriser le produit usagé de nos clients. Et ça date de quand la création de Recommerce, Benoît? On a créé la société il y a 11 ans, en 2009. Ok, d'accord. Je n'avais pas vérifié, je pensais que la création était plus récente. On est un des pionniers du secteur. On a Oui. industrialisé un peu le secteur et puis on est un gros distributeur de back market qui est le plus connu actuellement en matière de reconditionné, mais qui reste un intermédiaire type Amazon qui met en relation des acteurs comme nous et des particuliers qui cherchent à acheter des produits. Même si nous, on est multi-canal, on s'adresse aussi aux entreprises. On rachète, on vend aux entreprises et puis on vend surtout aux opérateurs qui sont nos partenaires privilégiés. Ok. Merci pour ce tour de table. Évidemment, vous posez vos questions sur le chat si vous en avez, ou alors on vous donnera la parole directement, parce que faut que le débat vive. Si je reprends le titre Tech for Good au service du bien commun, utopie ou réalité, quand on parle de la tech au service du bien commun, la tech for good, est-ce qu'on peut parce qu'on a évidemment beaucoup d'anglicismes dans nos métiers respectifs et à la French Tech, je pense qu'on est particulièrement bien lotis en termes d'anglicisme. Quand on parle de tech for good, est-ce qu'on peut expliquer à quelqu'un qui se connecterait au webinaire et qui ne sait pas de quoi on parle, c'est quoi le sujet? La tech for good, ça concerne quoi? Et c'est quoi des exemples de projets un peu tête de gondole? Tu en as cité quelques-uns, Basile, quand tu parlais de Too Good To Go, mais est-ce qu'on peut mettre des noms un peu des têtes de gondole? Qui se lance? Moi, je peux y aller. Allez, 4. Je pense qu'il faut peut-être commencer par dire ce que c'est pas. Le Tech for Good n'est pas un secteur, c'est ni même une verticale. Et je sais que parfois, on a tendance à caricaturer l'écosystème en disant que d'un côté, il y a l'économie sociale et solidaire, avec une dimension locale forte et tout ça. Et de l'autre, il y a les méchants French Tech Next 40, 120 comme Recommerce, qui sont une bande d'afro-capitalistes dont l'objectif est de faire un exit le plus rapidement possible aux États-Unis. Donc, en fait, je pense que déjà, ce qu'il faut commencer par dire, que ce n'est pas un secteur. Ensuite, par rapport à la manière dont ça se décline, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus une différence. C'est un peu comme qu'est-ce que c'est une start-up. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tout le monde voit grosso modo ce que c'est, mais naturellement, les frontières claires suscitent un débat. Moi, je pouvais dire en tout cas comment nous, on le voit au sein de la French Tech. Il y a plusieurs manières de le voir. Il y a des start-up qui ont vraiment été créées pour faire du tech for good, vraiment dans ce sens-là. Un bon exemple, c'est des startups type, par exemple, Equator ou EcoVadis, dont le business même, en fait, il est fait pour améliorer, qui est au service de l'environnement, ou beaucoup de startups dans la health tech, type Diabloop, par exemple, qui sont vraiment dédiés à ce genre de choses-là.
Ensuite, il y a aussi le sujet de la responsabilité, dont on ne parle pas assez. C'est vrai quelle est la différence entre l'impact et la responsabilité. Aujourd'hui, on a tendance à utiliser les deux mots de manière assez similaire. Tout le monde parle de Tech for Good et j'avoue, moi, je suis une grande militante du tech qui ne fait pas complètement n'importe quoi. Donc, comment on peut déjà faire en sorte que les standards pour les startups soient un peu plus élevés en matière d'égalité hommes-femmes, de diversité, de l'environnement, de droits sociaux. Et puis, je crois qu'il y a le troisième aussi, mais qui est un peu plus technique, je dirais. Là, c'est plutôt des startups qui sont formellement dans la Tech for Good, des entreprises dites à mission, où en fait le for good, il est juridiquement ancré dans les statuts de la boîte. Et je crois que Benoît va pouvoir parler de ça plus en détail. Benoît? Oui, merci Kat. Nous, la définition, entre guillemets, c'est juste d'avoir justement une mission qui fait du bien à la société, du bien à la planète, du bien aux êtres humains. Donc, moi, c'est assez basique, hein, c'est d'utiliser les outils technologiques, surtout principalement du digital, de l'informatique, des plateformes numériques, pour permettre de faciliter soit l'accès à du service au plus grand nombre ou à des personnes un peu éloignées, soit permettre justement de réduire son impact environnemental. Donc, pour moi, le Tech for Good, c'est un concept. Avant, on parlait de développement durable, d'entreprises engagées dans le développement durable. On a parlé de beaucoup de... Là, on parle beaucoup d'économie circulaire, par exemple, avec le côté vertueux de faire circuler les équipements pour réduire l'impact tout en créant du service et en réinventant d'ailleurs le service. Le tout, c'est comment on fait du bien et comment on se donne aussi les moyens d'évaluer ce bien qu'on fait. Parce qu'après, on peut le dire, mais si on ne mesure pas dans une version d'amélioration continue, dans une version d'évaluer la satisfaction de ses clients, la consommation énergétique, l'impact sur les émissions de CO2. Donc, pour moi, c'est des mesures qu'il faut faire. Il faut avoir un engagement. Donc, nous, on est très engagés chez Recommerce, et moi, je m'en occupe de ce sujet de certification ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001. Ce sont des normes internationales qui permettent d'être dans une amélioration continue. Donc, du moment où, en termes organisationnels, on s'engage dans une démarche de certification et une démarche de système de management de la qualité ou de l'environnement, déjà, on va, en tant qu'organisation, développer une méthodologie pour faire mieux avec souvent moins. Et du coup, on est plus performant. Et c'est là où on reconnaît que toutes les entreprises engagées dans des dynamiques RSE, donc, c'est souvent des entreprises qui sont plus résilientes et face à la crise, qui sont mieux organisées collectivement, qui prennent le temps de faire des feedbacks en interne, de se dire là, il y a un truc qui ne va pas, on l'assume, même si on n'est pas conforme à la réglementation, c'est pas grave, mais il faut avoir un plan d'action et on l'assume. Donc, moi c'est quelque part une Tech for Good, c'est une entreprise résiliente, engagée avec une mission où on n'est pas là juste pour faire de l'argent ou quoi, mais surtout, il faut rendre service. Moi, c'est voilà, rendre service. Parfait. Peut-être pour compléter la vision sur cette question d'intro, Basile, peut-être ton regard là-dessus? Ouais, tout a été dit. L'essentiel a effectivement été dit. Moi, je pense que c'est ce qui m'intéresse dans Tech for Good. Je pense qu'il y a plusieurs sensibilités en fait et que vous avez réussi à faire vivre dans ce panel. Moi, ce que je trouve important dans le Tech for Good, c'est le for good. Aujourd'hui, je pense que quand on parlait de Tech for Good, il y a 5 ou 6 ans, il y avait une place des technologies en moyenne dans les startups qui était beaucoup moins importante qu'elle est maintenant. Et en fait, des choses qui étaient innovantes il y a 5 ans, quand le mot Tech for Good est arrivé, le sont peut-être moins aujourd'hui. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que on est toujours la Tech for Good de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que aujourd'hui, en plus, on va avoir d'un côté, si on prend un spectre avec sur la capacité d'innovation technologique, on va avoir des startups dont Kat parlait à une certaine partie du spectre, et puis de fait de l'autre, on va avoir des associations de quartiers qui se mettent à utiliser des outils numériques super simples. Je pense notamment à des outils no-code qu'on voit beaucoup en ce moment, ou à des outils de tableur un peu sophistiqués comme Airtable. En fait, là, le saut technologique pour ces personnes-là, il peut être super important. Et de fait, on va quand même faire du bien. Moi, j'aime bien ta définition, Benoît. Et pourtant, est-ce que c'est une Tech for Good à proprement dit? J'aimerais dire, peu importe. L'important, c'est le résultat final.
Ok, merci pour ces éléments. Effectivement, entreprise résiliente, engagée, faire du bien. On voit on en parle énormément de cette lame de fond. Au niveau de la French Tech, on le voit, c'est particulièrement mis sous les projecteurs depuis quelques mois. Tout à l'heure, je parlais de dispositifs à la fois sur la diversité, tremplin, sur le French Tech for the Planet, etc. Cette semaine, je voyais également un fonds d'investissement dédié, par exemple le fonds 2050, là, créé par Marie Eklund, où Olivier Mathieu a pris la direction et qui s'oriente vers le soutien de projets à impact. On a l'impression que c'est... Bah oui, c'est effectivement une lame de fond, Kat, et on a l'impression que cette lame de fond drive complètement, justement, fait partie intégrante de la stratégie French Tech et qui va au-delà de la French Tech, évidemment. J'espère que oui, dans le sens où, en tout cas, par rapport à la mission French Tech, nous, on est au sein de l'État. Et si l'État commence à faire n'importe quel truc qui n'est pas for good, là, je pense que vous devez vraiment vous inquiéter. Mais c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les démarches de la French Tech, tout le soutien qu'à l'État, là, on n'est même pas en train de parler de tremplin, hein, que ce soit tremplin ou le 1,3 milliard que reçoient toutes les startups tous les ans via BPI ou les 4,3 milliards en fait, qui ont été injectés dans l'écosystème suite à la crise. Tout est orienté à impact. L'impact, c'est absolument pas du tout un side project de la French Tech. Après, par rapport aux tactiques, je dirais, qui étaient plus visiblement brandées impact, en effet, on peut regarder les tactiques générales de la French Tech. C'est-à-dire quels sont par rapport à nos moyens d'action, on a des programmes. On a le Next 40 French Tech 120, mais on a aussi French Tech Tremplin, qui est personnellement vraiment un programme qui me tient beaucoup à cœur. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est un programme qui a été designé pour aller chercher des entrepreneurs talentueux qui sont assez éloignés de la French Tech aujourd'hui et faire en sorte qu'ils aient on essaie d'imiter le genre d'avantages qu'ils auraient pu avoir s'ils venaient d'un milieu plus favorisé. Donc, il y a l'accompagnement de nos super capitales comme French Tech Brest. Il y a l'accès à un programme d'incubation, en accélération. Et il y a aussi une bourse de 30K complètement non dilutif. C'est vrai que je pourrais brander ça comme une initiative à impact, mais la réalité, c'est que c'est plus sur le talent. On ne le fait absolument pas du tout dans une logique de charité ou parce qu'on est bien sympa et tout ça. C'est parce qu'on estime vraiment qu'il y a des talents là-bas et on en a vraiment besoin. Et la French Tech se prive en fait de ces talents-là. On n'est pas les intégrants le plus rapidement possible. Mais ensuite, c'est vrai qu'après, French Tech Tremplin, c'est le genre de programme qu'on pourrait avoir comme un programme à impact. Et du coup, on dit, dans ces cas-là, c'est quoi le Next 40, 120 du coup, ça, c'est, tu vois, si on met, on oppose un tout petit peu les deux, c'est fait le programme pour ceux qui s'en sortent le moins et ensuite un programme pour ceux qui s'en sortent le plus. Or, le rôle du Next 40 French Tech 120, et là, du coup, je vais parler du board d'impact. Benoît a quelque chose à dire aussi parce que Recommerce en fait partie. Notre vision, en fait, on a eu une première réunion du board d'impact. Notre vision aujourd'hui est que l'impact devienne une priorité pour ces boîtes. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on entend les discours sur l'impact, on est beaucoup sur la sensibilisation. On estime que parfois, les fondateurs, ils ne savent pas que l'impact, tu vois, que ce soit la diversité ou que ce soit l'environnement et tout ça, ce ne soit pas important. Or, je crois que la plupart sont sensibilisés. Après, ils sont tous dans une démarche, ils ne savent pas exactement... on va rentrer dans les détails plus tard, mais il y a des enjeux de professionnalisation, il y a des enjeux de framework, il y a un enjeu de partage de best practices. Et c'est pour ça qu'on a créé le board d'impact qui va devenir, j'espère, le vrai cœur du Next 40 French Tech 120 dans les mois à suivre pour que tout le monde sache en gros c'est quoi les objectifs du board d'impact. D'ici quelques mois, ils vont sortir une collection d'engagements que la plupart des Next 40 French Tech 120 devraient adopter. Donc, ça veut dire qu'on a à la fois des KPIs d'ambition, mais également des KPIs de traction. Et ensuite, on va monter tout un tas d'initiatives, peut-être avec le Community Fund et le soutien de French Tech Brest, d'ailleurs, on ne sait jamais, pour faire en sorte que justement les boîtes du Next 40, 120 et au-delà puissent réellement les adopter. Et du coup, ça couvre 3 problématiques pour l'ensemble. Pour commencer, c'est environnement, égalité homme-femme et inclusion. Ensuite, il y a aussi le Community Fund. Donc, il y a la French Tech qui est hybride, vous le savez très bien. J'ai tendance à dire qu'on est un peu bicéphale dans le sens où il y a les capitales, les communautés, les startups elles-mêmes, en fait, qui sont sur le terrain, qui font qui déploient des initiatives de manière beaucoup plus grassroots. Et ensuite, il y a l'État qui a son job qui est bien particulier.
La stratégie est la même et l'impact est au cœur de tout ce qu'on fait. Donc, on a le Community Fund. Et pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est des bourses. En gros, c'est un concours pour des bourses entre 10K et 100K avec une enveloppe globale d'environ 3 millions. Et on essaie de soutenir tous les ans, en fait, des activités, des initiatives portées par l'écosystème directement qui pourraient nous aider à y arriver, comme par exemple des projets de French Tech Prest. Donc, je pense que c'est les 3 programmes, enfin les trois initiatives phares pour cette année. Sans parler de French Tech for the Planet, mais c'est encore autre chose parce que là, c'est plus des green tech comme vertical. Ouais. Ok, et effectivement, alors juste pour dézoomer, parce qu'effectivement, on est très sur les sujets là, French Tech, avec un peu notre jargon aussi sur les French Tech for the Planet, Community Fund, etc. Mais pour illustrer aussi ce que je disais en disant que c'est une lame de fond, vous voyez, hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais la région Bretagne a obtenu le label numérique responsable. Donc là, on sort des sujets typiquement French Tech, mais qui visent vraiment à réduire l'empreinte environnementale du numérique de la collectivité. Donc on voit que on est vraiment sur une démarche hyper vertueuse, et la région Bretagne espère, au travers de ce label aussi, entraîner plein d'autres collectivités dans cette mouvance. Donc on est vraiment au-delà de différents dispositifs French Tech qui, je pense, sont très pertinents et qui permettent d'appuyer plein de super actions, notamment en région. Mais on voit que ça prend de partout. Je crois que c'était Benoît qui voulait intervenir par rapport au board d'impact. Benoît. Oui, nous, on a été honorés parce que Cédric O et l'équipe de French Tech nous a sollicité pour faire partie de ce Board Impact, qui est un peu une nouveauté, avec comme ambition pour nous de faire en sorte que toute entreprise qui rejoint un peu le French Tech 120 et le Next 40 s'engage justement sur des missions avec des engagements à la fois par objectif et puis à la fois une politique, en fait, ce qu'on appelle une politique de développement durable, qui permet que chaque entreprise réfléchissent à son objet sociétal, à sa mission. Et donc nous, on va siéger là une fois par mois pour discuter de comment l'État français et le système de French Tech 120 peut permettre d'élaborer comme ça une méthode applicable pour aider à la fois les entrepreneurs de manière assez simple, mais assez efficace pour faire en sorte que chaque entreprise comprenne ou définisse sa mission pour mobiliser les troupes, parce que nous, moi, c'est un de mes métiers, et on sait que c'est principalement la même vision partagée en interne dans une boîte qui fait qu'on atteint cette vision et qu'on peut être hyper impactant. Donc, on est en train de définir un peu cette méthode. Et donc là, on va travailler là pendant une petite année avec l'équipe de la French Tech et de Cédric O. Et puis, on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Mais c'est une bonne initiative, je pense. Et de toute manière, se réunir comme ça à 6-7 entreprises qui sont quand même assez déjà en réflexion. Mais même nous, ça va nous faire nous challenger. Et le petit mot que je voudrais juste dire, peut-être une provocation pour aboutir à la suite, la grande question, c'est les actionnaires. Comment les actionnaires peuvent accepter de prendre des indicateurs autres que les indicateurs de TRI et comment on peut mesurer ces externalités positives pour la société qu'une entreprise peut avoir. Et actuellement, c'est le bas qui blesse, c'est qu'on n'a pas ces indicateurs extra-financiers pour valoriser les gains de CO2, les non-émissions de CO2, pour identifier les matières premières primaires non ponctionnées, les économies de déplacement, etc. Et si on arrivait à valoriser ça d'un point de vue financier, d'un seul coup, on aurait une capacité financière presque, une capacité à faire reconnaître l'impact positif. Et les financiers seraient peut-être aussi moins importants puisque l'argent apporté au final représenterait peut-être moins que l'impact positif en externalité, on va dire, non quantitative en monnaie. Et là-dessus, pour prendre la balle au bon, je pense que du coup, c'est plutôt avec la casquette de fonds d'investissement impact de Make Sense que je m'exprime là. Je pense qu'il y a énormément de boulot qui a déjà été fait en fait. Des personnes brillantes et qui se sont creusées la tête sur comment on peut évaluer les différentes formes d'impact, notamment celle que tu as grâce à la grille de lecture et d'aider que vous avez présentée, Madame Caraval, au début. Il y en a. La question pour moi, c'est plutôt après de la volonté de la mise en place. Et de leur passage à l'échelle de ça. Ok. Pour info, notre grille d'impact, nous, est quasi en open source sur le site du fonds. Alors, je dois mentir, on ne doit pas avoir tout mis en open source, pardon, mais en tout cas une bonne partie. Et du coup, je pense que c'est notre sens aussi de la démarche, c'est que de pouvoir profiter du travail des uns et des autres.
Ok, alors le timing est assez serré. Alors je ne sais pas si sur cette question notamment des fonds, je ne sais pas comment il faut les appeler, Evergreen ou autres, est-ce que j'aurais pu faire témoigner certaines personnes dans la salle pour connaître, comme il y avait quelques fonds d'investissement autour de la table, pour voir est-ce que ça fait partie aussi de leur, pas quelle perception ils ont par rapport à ça, mais comme on a beaucoup de questions, pas mal de questions. Peut-être avancer sur la question de comment sensibiliser, ce que Benoît, tu en parlais avec justement sur aussi la question des normes, etc. Comment propager les bonnes pratiques sur la question de la sobriété numérique, du numérique responsable. Il y a pas mal de mots un peu valises qu'on entend aussi sur le low-tech, etc. Comment est-ce qu'on peut communiquer et partager ces bonnes pratiques? Benoît, comment il faut s'y prendre? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'avant de parler de tech for good, il faut déjà éviter que la tech soit bad et que soit mal utilisée et qu'elle crée plus de perturbations qu'autre chose. Surtout dans ces périodes-là où on est tous chez soi, avec des dépendances fortes personnellement, avec des situations psychologiques individuelles qui ne sont pas simples à gérer dans l'histoire de famille, les enfants, les préoccupations, on est tout le temps connecté, surconnecté. Donc il y a aussi, moi j'appelle quand même à tous individuellement à essayer de trouver cette sérénité personnelle pour montrer l'exemple aussi pour les futures générations. Et là, on est Donc on quand parle de même. déconnexion là, Benoît? Comment? On parle de droit à la déconnexion notamment? Oui, dans la déconnexion, bien sûr, la capacité à modérer son usage, à préférer un coup de fil des fois que justement ne rien faire ou un email. Donc, c'est des bonnes pratiques à définir. Après, il y a l'enjeu de consommation énergétique. Très clairement, le numérique, il faut en avoir conscience, même si on ne le voit pas, ça devient le secteur le plus consommateur en énergie, principalement carbonée, hein. Il n'y a qu'en France qu'on a un peu de nucléaire, et encore, ça a beaucoup d'effets négatifs, le nucléaire. Mais l'énergie utilisée par tous les data centers, par tous nos devices, c'est énorme, et sans parler des matières premières primaires qui sont ponctionnées pour fabriquer ces devices, fabriquer ces ordinateurs, ces téléphones. Donc, il y a un énorme travail par le shift où ils ont étudié et continuent à travailler là-dessus. Mais il faut savoir que le numérique, là, pour l'instant, est plutôt dans une optique assez destructeur de ressources naturelles et participe à ce réchauffement climatique que potentiellement les effets positifs restent, et là je suis désolé d'être un peu négatif, restent encore à démontrer aussi. Et donc là, dans ce cadre-là, on est tous en télétravail, ça aide à peut-être se protéger du virus, mais ils sont en certitude. Mais en tout cas, on sait qu'on détruit beaucoup de ressources en utilisant du numérique et que du numérique. Donc moi, j'appelle à la modération. Moi, j'appelle à justement, c'est mon métier maintenant en tant qu'ingénieur télécom, de faire en sorte qu'on réduit l'impact en recyclant, en réutilisant au maximum, en réparant ces équipements pour utiliser les ressources qui sont déjà consommées. Et puis après, on utilise, nous, la technologie pour effectivement faire circuler ces ressources. Donc, pour racheter les produits, pour les tracer, pour les faire transporter au meilleur endroit, pour les revendre très rapidement à des gens qui n'ont pas forcément accès à ces équipements. Donc après, bien sûr, la technologie nous permet à nous, e-commerce, et permet à d'autres acteurs de l'économie circulaire d'être innovants et de proposer des choses qui n'existeraient pas sinon, parce qu'on a besoin de technologie pour connecter les gens, pour faire circuler les matières à des gens qui en ont besoin et à des gens qui n'utilisent plus leurs ressources. Donc après, moi, je suis quand même fondamentalement optimiste, mais c'est collectivement qu'il faut se poser ces bonnes questions et mesurer son impact avec les effets négatifs plus les effets positifs. Est-ce qu'on est à l'équilibre ou est-ce qu'on arrive à dégager un supplément qui est un bonus écologique parce qu'on a un impact positif? Donc il faudrait faire une vraie comptabilité, ce qu'on appelle une comptabilité carbone, ou une comptabilité à impact. Et c'est là où on rejoint le mouvement que porte Basile. Et merci Basile de nous avoir accueillis parmi le mouvement Impact France, qui a pour but de faire évaluer ces externalités positives. Et ce scoring-là est fondamental pour nous. Il faut que, d'un point de vue politique, on passe sur des comptabilités extra-financières. Peut-être une minute, je vais proposer à quelqu'un dans l'assistance de prendre la parole. Je vois Florent, que j'ai salué en intro, qui ex-French Tech, hein, dans le canal historique, je dirais, du côté de Rennes pendant plusieurs années, et qui maintenant est à la tête de l'Agence bretonne de la biodiversité. Alors, t'étais pas dans le panel des intervenants, mais comme je vois que tu es là et comme on parle de destruction des ressources, etc., quel regard tu portes par rapport à ces technologies utilisées massivement et l'aspect for good? Est-ce que tu vois ça comme est-ce que c'est bullshit? Est-ce que tu es un enthousiaste et tu restes positif par rapport à la question? Quel regard, Florent? Bonjour à tous, merci Frédéric pour la question et pour la franchise de la question.
effectivement, je suis un ex-French Tech, mais je suis toujours French Tech dans mon cœur, même si je suis à l'agence bretonne de On la quitte jamais vraiment la French Tech. Hein. C'est une grande famille. Non, c'est vrai que je pense qu'en arrière-plan des aspects tech, la question des actionnaires, en fait, est une question majeure, comme tout le temps quand on parle d'économie. Et je pense que la voie qui est en cours, hein, c'est celle effectivement de la triple comptabilité, qui permettra finalement d'intégrer au coût de production des biens et des services eh ben, le coût de l'impact sur la nature. Et c'est à ce moment-là, quand dans les tableaux Excel, on aura ce coût-là que, de fait, les actionnaires s'y intéresseront d'habitude. Parce que aujourd'hui, bien sûr, il y a certains actionnaires qui s'intéressent au sujet, mais c'est plus par conviction personnelle. Et c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas par rationalité économique. Mais ça, on sent bien que ça viendra, la rationalité économique. Après, voilà, moi, sur la biodiversité, vous savez, c'est par rapport aux objectifs de développement durable dont vous parliez tout à l'heure, avec les 17 ODD là, de l'ONU, bah, la biodiversité, c'est 2 ODD. C'est le vivant aquatique et le vivant terrestre. Donc moi, c'est mon angle de vue qui est un angle très concret. Et juste ce que je dirais pour terminer et pas dépasser ma minute, c'est que si on veut mesurer, parce qu'on parlait de la mesure là, hein, la mesure de l'impact positif de ce qu'on fait, et bien pour la biodiversité, en Bretagne, c'est simple, parce que il y a énormément de data sur la nature. C'est un autre monde qu'on ne connaît pas dans la tech, mais il y a justement un portail là, qui vient d'être lancé avec des milliers et des milliers de data environnementales, c'est-à-dire que vous faites un inventaire avant action, un inventaire après action, et vous avez le delta qui est lié à ce que vous avez mené comme action. Je me tiens à votre disposition pour creuser le sujet. Ouais, merci Florent de ton témoignage. Peut-être une minute également. Je vais passer la parole à Sébastien qui a mis un mot dans le chat. Donc là, Sébastien qui représente un fonds d'investissement du territoire, la West Web Valley. Est-ce qu'aujourd'hui, pour se parler franchement, Sébastien, est-ce que le critère, est-ce que justement sur les projets dans lesquels vous investissez, cette dimension for good, quelle place elle a aujourd'hui, Sébastien? C'est vrai, comme je le mettais brièvement dans le chat, nous, on a investi très tôt hein, sur des startups de ce type à impact, notamment par rapport au territoire sur lequel on est. Mais pour aller un tout petit peu dans le sens de Benoît, il a raison. Il faut que à un moment, les actionnaires, tout ça, les fonds prennent vraiment le sujet à bras le corps. Et je pense que ça va venir au final de BPI, qui est en train de mettre pas mal de KPI pour les fonds. Et comme BPI est embarqué dans X véhicules financiers, je pense que ça va se faire très, très, très rapidement. D'accord, donc ça peut être vertueux avec, via la BPI notamment, quoi. Ouais, je pense que le secret est là. Non, je souris parce que je me souviens de notre discussion avec Benoît, justement, quoi. Oui, dans le call préparatoire, je crois que Benoît avait une... Je l'avais gardé pour vous en off, si vous voulez, je vous la fais. Moi, le point important, c'est le leadership, c'est-à-dire que tous ces projets à impact, souvent, c'est porté par des hommes et des femmes, et il faut respecter ces hommes et ces femmes et qu'on porte un projet. Et dès qu'on fait rentrer des investisseurs, ils ont des comportements des fois complètement schizophrènes, où ils vous disent quelque chose d'un côté et ils vous coupent les moyens de l'autre côté, en essayant d'ailleurs souvent de priver les fondateurs de leur projet industriel et de leur vision, souvent à impact. Donc moi, je suis aussi très vigilant et j'appelle les entrepreneurs à être très vigilants à comment choisir un partenaire, un financier, qui doit aussi savoir rester comme partenaire financier. Et c'est là où, des fois, c'est plus facile de parler à un investisseur qui dit « je veux du TRI », on sait combien de TRI il veut, et puis si on lui apporte ce TRI-là, il ne nous en met pas plus, qu'un acteur qui veut des fois faire aussi trop de qualitatif, comme peut-être la BPI peut avoir des fois touché tout et en final pas faire grand-chose. Donc nous, on est aussi, moi en tant qu'entrepreneur où j'ai vécu beaucoup d'étapes compliquées, on a levé 50 millions au 4e tour, 15 millions au 3e, on a vécu des moments compliqués parce que la gouvernance est remise en cause dès qu'on fait rentrer des fonds d'investissement. Et pour atteindre un impact, il faut qu'une gouvernance forte avec des hommes et des femmes qui ont une latitude, une responsabilité à assumer et puis, qui animent un collectif aussi opérationnel et on leur laisse aussi les mains pour atteindre cet impact et ces objectifs. Donc il y a aussi un point de vigilance et c'était mon petit coup entre guillemets d'alerte que j'ai fait en préparation en disant il y a quand même encore un gros travail à faire au niveau français sur comment animer cet écosystème pour que l'écosystème soit bienveillant au regard des projets d'entrepreneurs et qu'on maintienne
un esprit d'aide à l'entrepreneuriat et d'aide aux porteurs de projets, aux équipes opérationnelles, et pas faire trop la part belle aux investisseurs et d'attendre que ça vienne des investisseurs. Parce que je pense que ça serait une faute lourde politiquement d'espérer que ce soit des actionnaires, investisseurs qui fassent changer les choses aussi. Hein. Ok, je crois que Kat a eu un petit problème de connexion, elle est sortie et re-rentre. Je Mais viens de la effectivement, rater. C'est bon. ouais, effectivement, lors du call préparatoire, on avait une petite parenthèse sur la BPI. Donc, on parlait effectivement des fonds. Je parlais des fonds là aussi le fonds 2050 là, qui a eu pas mal de communication cette semaine aussi. Donc, on voit que ça, encore une fois, la lame de fond se propage. Sur faire évoluer les usages et les mentalités, peut-être question, je ne sais pas, à Benoît par exemple ou à Basile, mais est-ce que ça doit partir d'en bas sur de la sensibilisation citoyenne auprès des enfants, auprès de tout, partage des bonnes pratiques, etc. Est-ce que ça doit venir d'en haut avec un côté plus restrictif, avec des bonus, malus, j'en sais trop rien. Est-ce que c'est les deux? Quelle est où est-ce qu'il faut mettre le curseur, Basile ou Benoît? Du coup, je pense que vous posez une question qui est comment on fait changer les personnes de comportement. Et si on avait trouvé la réponse à cette question-là, il y a plein de problèmes qu'on n'aurait pas. Non, blague à part, je pense que c'est, comme vous le soulignez, un ajout de différents facteurs. Je pense que les changements de comportement qui se basent uniquement sur le volontariat aujourd'hui, quand on est face à des sujets si importants que le réchauffement climatique, aujourd'hui ne peuvent pas suffire parce qu'ils ne permettent pas d'arriver à une vitesse qui soit supérieure. Donc moi je crois très fort à un rôle de régulation de l'État sur ces sujets-là. J'avais d'ailleurs partagé une tribune dans Le Monde à ce sujet que je vous partagerai en commentaire. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est quand même moi je crois chez Make Sense, ce qu'on connaît bien et ce qu'on maîtrise bien et ce dont je peux vous parler, c'est comment on fait changer les comportements d'une communauté d'une quinzaine, cinquantaine de personnes. C'est ça notre métier. Et là-dessus, on se rend compte qu'il faut amener les gens sur un escalier de l'engagement. Donc en fait, on va passer par plusieurs étapes. On va d'abord être totalement ignorant du sujet, et donc comment on passe de je n'y connais rien à je comprends qu'il y a un sujet. Donc là, il va y avoir beaucoup d'importance sur la création de contenu. Nous, chez Make Sense, on avait donc sur d'autres sujets, par exemple, mais en 2015, on avait créé un documentaire sur le parcours des personnes réfugiées au plus fort de la crise migratoire, par exemple, ou encore sur les énergies renouvelables. Ensuite, une fois qu'on a allumé une case, il faut dire comment je passe à l'action. Donc, ok, il y a un problème, mais je suis vraiment démuni pour changer mes comportements. Et là, du coup, je suis sûr qu'il y a des super articles qui sont sur le site de e-commerce sur comment je fais pour changer mes modes de consommation, les 5 premiers pas. Et une fois qu'on aura mis en place ces premiers pas-là, ce qui va être intéressant, et je m'arrêterai là, c'est comment en fait on fait ça collectivement. Nous, notre conviction chez Make Sense, c'est que le changement, il passe par la communauté. C'est ce qu'on met en place d'ailleurs dans le Tech for Good Tour aussi. Et donc, c'est comment je vais pouvoir parler avec d'autres de mes difficultés, mais enfin, ça vraiment, j'y arrive pas. Voilà. Et donc, je suis en commentaire, les 8 étapes du deuil associées à la démarche du changement. Ouais, alors tout ça, ça ne nous est pas sorti de notre tête un beau matin. On s'est cassé les dents pendant 10 ans avant d'arriver à avoir cette étape. Enfin, je me suis fait les 3 premières, mais du coup, il y en a 5 pour arriver à générer un changement, on l'espère, durable. Ok, on pourra remettre le lien peut-être vers l'article. Benoît, peut-être sur cette question-là. 3 mots, je pense que la crise, c'est la fameuse destruction créatrice de Schumpeter, permet normalement de faire modifier les choses. Il faut une crise pour faire modifier. Donc là, on le voit avec le confinement, on a modifié quand même beaucoup de choses dans notre société. La prochaine étape, ça va être des crises écologiques fortes, des canicules en plein mois de mars. C'est ce qu'on est en train de vivre alors on se parle. Donc on va devoir modifier nos comportements face à une crise. Donc ça, c'est malheureux, mais c'est voilà. Deuxième point, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que c'est quand même, moi je crois beaucoup, et ça on le voit avec les enfants, moi j'ai 2 enfants, 10 ans et 8 ans là, qui sont près de Aurel à l'école, c'est parce qu'on leur montre des choses qu'ils ont envie de faire la même chose. Ils sont tout le temps dans le mimétisme, et ça c'est la base de tout le monde. Moi je suis le premier à prendre des exemples. Voilà. Et donc le troisième point, c'est la communauté.
c'est la capacité à être en connexion, bienveillant, presque transparent, presque être capable d'être soi-même et pas de vivre du schizophrénisme. Je ne sais pas si ça existe ça, mais de la schizophrénie où on n'assume pas les valeurs qu'on a et on refuse d'être centré, aligné avec soi-même, ses valeurs, ce qu'on fait dans la vie et comment on trie nos déchets, comment on achète, comment on produit, comment on est avec ses collègues, comment on est avec ses enfants. Donc moi, c'est les 3 axes. C'est pour moi le problème, entre guillemets, c'est qu'il faut des crises pour changer. Il faut une exemplarité qui est pour moi de l'ordre même du politique, c'est d'assumer sa responsabilité et que les politiques et les décisionnaires et les citoyens que nous sommes tous, on soit exemplaires. Et puis, 3e étape, c'est effectivement l'alignement avec tous les enjeux en ce moment de savoir aussi maîtriser la technologie pour le bien commun. Et je reviens sur le premier point. Ouais, ok. Et effectivement, le côté rôle modèle, etc., et communiquer par l'exemple, etc., ça c'est, je pense, fondamental. Peut-être, Kat, sur le côté, j'avais prévu une question qui s'appelait les startups font-elles partie de la solution ou du problème de la tech for good? Je pense qu'au travers de pas mal de dispositifs, là, on cherche vraiment à mettre en avant des startups vertueuses, exemplaires, etc. Et que tout ça, ça contribue. Donc, encore une fois, ça passe par des dispositifs, ça passe par de la com, ça passe par tout ça qui contribue à faire bouger les lignes. Ma question était peut-être un peu tordue. C'est un je suis habitué des questions à rallonge. Je vais peut-être juste rebondir aussi sur les discussions, notamment sur l'investissement. En fait, quelque chose que je vois beaucoup, c'est que beaucoup de discussions sur le Tech for Good, ils sont portés par des startups plutôt niveau seed ou plus petits. Tu vois, par exemple, là, c'est vraiment chouette qu'on a Benoît avec nous et que, tu vois, de plus en plus, il y a des boîtes type Nexia, Frenchtech Savant qui rentrent dans le sujet parce que je veux dire, le Tech for Good, à partir du moment que vous avez des investisseurs, c'est pas la même chose. Et là encore, vous n'avez pas vu ce qui se passe quand ils ont le private equity. Et là, du coup, c'est vraiment un autre jeu. Et en fait, tout à l'heure, on a parlé des leviers de la réglementation, on a parlé des leviers de BPI et tout. Mais je pense qu'il y a des choses que pas mal de fondateurs ne voient pas, mais commencent à voir aujourd'hui avec justement toutes ces transformations d'entreprises à mission. C'est qu'il y a aussi le statut même de l'entreprise qui sont un vrai levier, pas juste pour faire en sorte que la boîte soit Tech for Good, mais pour que le reste. Tu vois, beaucoup de valeurs dont on parle en fait aujourd'hui sont directement liées aux valeurs des fondateurs. Et en fait, c'est vrai jusqu'à ce qu'ils se font éjecter par leurs investisseurs, remplacés par quelqu'un de nouveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte de ce sujet en discutant avec un membre de la French Tech que vous connaissez peut-être pas. C'est quelqu'un qui s'appelle Perry Chen. Perry Chen est un des fondateurs de Kickstarter, qui en fait vit en France depuis 2 ans maintenant, qui fait partie de la French Tech en mode stealth et tout. Et justement, quelque chose qui m'avait dit, c'est qu'un de ses plus grands regrets, alors que lui et ses cofondateurs avaient lancé Kickstarter vraiment tu vois, dans un mindset très communautaire, très tech for good, c'est qu'ils n'avaient pas, comme il dit, ils n'avaient pas géré le backdoor. Ils n'avaient pas, tu vois, vissé directement dans la structuration de Kickstarter leurs valeurs, qui a fait qu'à partir du moment où ils étaient plus majoritaires, ils n'avaient plus en fait de contrôle sur la boîte. Les investisseurs en fait ont pu faire rentrer des clauses, des pratiques, tout un tas de choses qui de toute manière faisaient en sorte qu'ils ont une boîte aujourd'hui qui leur ressemble plus tout à fait. Ouais, et être en cohérence, effectivement, l'ADN des fondateurs, hein, c'est aussi ce que tu dis, qu'il y ait une cohérence entre l'ADN des fondateurs et les valeurs de l'entreprise, quoi. Oui, mais je pense que c'est vrai parce que c'est pas pour être condescendante ou quoi, mais c'est vrai que beaucoup de discussions que je peux avoir avec des boîtes beaucoup plus early, beaucoup plus jeunes, avec des first-time founders sont assez naïfs. C'est-à-dire, beaucoup pensent vraiment que parce que les fondateurs ont ces valeurs-là, que naturellement, la boîte va l'avoir, va continuer à l'avoir pendant qu'ils scalent et va continuer à l'avoir aussi à partir du moment où il y a des, tu vois, il y a des investisseurs qui rentrent dedans. Et en fait, le Tech for Good, c'est un travail d'équipe.
Vous le voyez, moi, quand je parle avec des gens de Next40, par exemple, l'appareil complexe qu'il faut mettre en place, si une boîte, par exemple, de genre 100 personnes qui passe de 100 à 200 en un an, on a envie de mettre en place une vraie politique de diversité et d'inclusion, c'est du taf. C'est pas juste on veut être plus inclusif ou on respecte l'égalité homme-femme. Il y a du vrai taf dans la manière dont on fait du sourcing, dans la manière dont on fait des interviews, la rédaction des fiches de poste, la formation en fait de tous les managers pour pouvoir les sensibiliser à ce genre de choses-là, de fait de les mesurer. C'est du taf et c'est de l'investissement sur tous les sujets environnementale. C'est un autre sujet que je suis en train de découvrir du coup avec les membres notamment du Next40 French 120 qui sont plutôt des startups industrielles où il y a tout un tas de normes, tout un tas de manières. C'est extrêmement technique. Donc, je dirais que tu vois, un message que je pourrais avoir pour les startups aujourd'hui de Brest qui sont, tu vois, en grande partie assez early stage, comme dans le French Tech, c'est en fait, il faut tout de suite que vous projetez, si c'est vraiment important pour vous, mais vraiment, il faut tout de suite que vous ne pensez pas juste à aujourd'hui et vous pensez déjà à votre boîte quand il passe un A, B, C, D, je sais pas, rachat par du private equity ou exit et tout ça. Et vous ne pensez pas que le Tech for Good, c'est juste un discours que vous tenez aujourd'hui. Si vraiment c'est important pour vous, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment mettre directement dans la culture dès que vous vous lancez, directement dans le statut si vraiment ça compte pour vous, et qui doit influencer en fait tout un tas de choix structurels que vous faites tout au long de votre parcours. Merci. Et pour faire le lien avec la conf qui va arriver dans quelques minutes, on verra après, alors plutôt sur des profils grands groupes, comment ils interprètent ce sujet-là et comment ça se concrétise. Mais là où je voulais revenir sur ce que tu disais aussi, comme quoi c'était hyper vertueux, c'est, alors je ne sais plus quel groupe nous en parlera dans la conf d'après, mais que les politiques qu'ils mettent en place en interne, forcément, ça a une incidence, un peu comme nous, on peut avoir un impact sur les enfants, etc., qui vont reproduire le mimétisme, mais nous aussi, dans l'entreprise, derrière, ça va engager les fournisseurs, ça va engager des partenaires. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion aussi de dynamique globale. Et pour faire un parallèle avec à l'échelle de la Bretagne, un réseau hyper influent en Bretagne, comme le réseau de produits en Bretagne, ils sont lancés dans cette logique-là aussi, avec des normes RSE, etc. Vraiment une traçabilité hyper forte au bénéfice des entreprises. Et c'est un changement, je pense, en profondeur, mais là aussi qui est hyper vertueux, quoi. 17h04, je regarde s'il y a des questions dans le chat ou alors si quelqu'un veut se saisir du micro. Sinon, on va donner la parole à nos intervenants pour peut-être le mot de la fin ou peut-être une start-up intéressante à suivre. Je ne sais pas si pour donner des pistes et pour aller voir plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dans l'oreillette, me souffle-t-on des questions? Je n'ai pas l'impression. On a dû être. De toute façon, on a pris quelques questions au fur et à mesure. Peut-être Basile, Benoît, est-ce que vous souhaitez les mots-clés un peu pour résumer cette session, ou alors peut-être une start-up exemplaire ou une entreprise exemplaire que vous voudriez mettre sous le feu des projecteurs pour terminer cette conf? Moi, les mots-clés, ça sera indicateur et gouvernance. La Tech for Good, c'est des indicateurs et ça joue au niveau de la gouvernance pour le faire respecter, je crois. Et parmi les startups, je vous ai déjà parlé du Tech for Good Tour, donc je ne vais pas en remettre une couche, mais je pense qu'il y a vraiment, que vous soyez quel que soit votre rapport à la technologie et au For Good, vous trouverez des choses qui vous intéresseront au sein du Tech for Good Tour. Et la startup dont je voudrais vous parler, c'est, vous connaissez peut-être déjà Yuka, qui est donc une très belle Tech for Good française, hein, donc cette application qui permet en scannant les codes barres d'avoir une évaluation de l'impact nutritionnel, et qui n'est pas pour rien hein, dans la massification aujourd'hui du Nutri-Score qu'on voit sur tous les paquets. Et vous allez, si vous avez aimé Yuka, vous allez adorer Clear Fashion, qui refait la même chose avec les vêtements et l'industrie du vêtement, qui est la deuxième industrie la plus polluante du monde, et donc avec des enjeux aussi de qualité de travail dont l'actualité s'est fait des échos dernièrement. Donc je vous invite à télécharger Clear Fashion. Clear Fashion, super. On a accompagné il y a quelques années. C'est noté, Basile. Benoît, même question. Merci, Basile.
Benoît, même question, mots-clés, puis une start-up inspirante à suivre. Ouais, bah, mot-clé, moi je dirais cohérence, cohérence de rester bon sens, avec du bon sens et une capacité à rester en action, à pas subir les choses et à écouter ses intuitions. Moi je crois beaucoup que chacun d'entre nous, on a la capacité d'agir si on s'écoute suffisamment et qu'on arrive à être en cohérence et qu'on mobilise. Et tous là, autour de la table, à nombreux comme on est grâce à la French Tech ou à d'autres réseaux, on peut faire bouger les lignes si on s'aligne et qu'on a cette conscience d'accepter la mission qu'on doit remplir. Après, moi j'adore sur Brest une start-up qui n'est même plus vraiment une start-up, c'est Cool Roof. Cool Roof qui lutte justement contre le réchauffement climatique lié à la surchauffe des bâtiments, où ils repeignent les toits en blanc. C'est assez simple, mais c'est hyper efficace et j'adore ce côté un peu low-tech de dire on peut en fait faire des choses assez simples comme ça, ou la vision aussi toilettes sèches que j'adore. Il y a maintenant de plus en plus de startups qui vendent des startups ou des sociétés qui vendent des toilettes sèches. C'est tous ces techniques de low-tech qui sont hyper importantes et qu'on valorise pas assez. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas un logiciel extraordinaire ou une nouvelle application d'intelligence artificielle qu'il faut pas non plus investir. Et ça, c'est peut-être un des problèmes de la tech entre guillemets en France, c'est qu'il faut vraiment voir le low-tech et que transporter des enfants à cheval, eh ben oui, c'est innovant mine de rien et c'est positif pour l'environnement et ça peut faire partie de projets à impact puissant. Donc voilà au mot de la fin et puis Kenavo au breton. Et merci pour le clin d'œil pour Cool Roof, qui d'ailleurs a postulé sur le French Tech for the Planet. Donc on espère, on n'a pas encore réalisé lauréat, mais on croise les doigts. Et pour dire juste, Frédéric, je me permets de te couper, parce que justement on parlait de startups qui ont un impact et de startups un petit peu emblématiques. Je fais une petite boucle juste pour rappeler que demain, justement, les webinaires sont vraiment plus portés pour mettre en avant des initiatives. Donc, on a notamment des retours d'expérience qui seront donnés de Mdro, de Vigie, puisque je vois que ça a été cité dans le chat. Donc, voilà, Vigie sera également présente. Et puis, bien sûr, sur la deuxième partie, plutôt sur tournée ESS. Mais voilà, ce sont des initiatives à suivre et qu'on souhaitait justement, dans le cadre de ces webinaires, mettre en avant. Donc, je te laisse la parole pour la fin. Merci Nathalie. Effectivement, Andro, économique également qu'on retrouvera demain et Vigie, effectivement. J'avoue que je ne connaissais pas, mais je vais m'intéresser à elle. Voilà, Kat, peut-être conclusion des conclusions, lourde responsabilité. Je pense que quelque chose qui est important par rapport à l'impact, c'est que il faut reconnaître que c'est pas facile. Quand on est une boîte et on est en train d'essayer de grandir, de gérer la crise, de gérer ses employés, de l'internationalisation, de ce genre de choses-là, de gérer ça et l'impact est assez compliqué. Et du coup, mon message, je pense que pour les gens qui sont là, qui nous écoutent, c'est que l'entraide est vraiment importante dans des moments comme ça. Il y a beaucoup de best practices. On a beau publier tout un tas d'indicateurs, de standards, de awards, ce genre de choses-là. Et la réalité, c'est que la plupart des boîtes, en fait, à l'intérieur, c'est juste en train d'un tout petit peu de vraiment de tâtonner, quoi, enfin, d'expérimenter, d'avancer parfois un peu dans le noir et tout. Donc, moi, tu vois, pour toutes les startups de French Tech Brest, je vous encourage vraiment à partager très ouvertement vos expériences l'un avec l'autre. Et peut-être comme ça, vous allez pouvoir vous aider et tirer tout l'écosystème vers le haut. C'est ce qu'on souhaite effectivement. Merci beaucoup à tous pour cette. Je voulais juste rappeler, Kat, French Tech Brest Plus. Ne pas oublier le plus parce que sur Ouest Breton, on y tient. C'est Brest, Lannion, Morlaix, Quimper. Donc, surtout, il y a des pépites partout sur l'Ouest Breton et surtout en devenir. Voilà. Tu fais bien de le rappeler, Nathalie. C'est vrai que on est sur une communauté de plusieurs villes associées dans cette belle dynamique. Allez, on va s'arrêter là, 17h11, surtout que dans 4 minutes démarre le prochain webinaire. Donc, merci beaucoup pour ceux qui sont dans la salle. Vous pouvez rester dans la salle, hein, vous pouvez
Vous êtes les bienvenus. On va parler Tech for Good dans les grands groupes et PME avec des retours d'expérience d'Enedis, d'Orange, d'Arkea au travers de leur filière FinTech Brest et Veolia. Et on va voir un peu comment ça se met en pratique. Est-ce que c'est pas bullshit? Est-ce que bref, tous ces choses-là. Et on va essayer de pas avoir non plus de langue de bois, mais d'essayer de faire souffler un vent d'optimisme et de bienveillance. Voilà. Puis on espère que ce sera inspirant.